toute façon, tous ceux qui sont à France Inter, bon, c'est de la merde, cette radio, donc faut pas avoir de froc pour aller là-bas, quand même. Bienvenue dans cette nouvelle interview en studio du Média en 442. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Dr Al-Ouest. Bonjour. Ah, salut. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bah, merci à vous, hein, c'est sympa. Alors, je rappelle, vous êtes humoriste depuis plus de 20 ans, youtubeur, avec une chaîne à votre actif qui date d'une dizaine d'années, avec plus de 91 000 abonnés. On vous a découvert, nous. Et kebabiste aussi, parce que j'ai un kebab. Faut préciser. Très important. Pas de souci. Je sens que cette émission va être très spéciale. Ça va être sympa. Nous, en tout cas, on vous a découvert pendant la crise du Covid. C'est une période qui a révélé beaucoup de talents. Et on va essayer d'en apprendre un peu plus sur votre parcours, de savoir qui vous êtes. Mais tout d'abord, qu'est-ce qui vous a donné le goût de l'humour? Est-ce que c'est une passion ou c'est un véritable métier? Bah, une passion, en fait, je pense que ça devient de plus en plus dur d'être humoriste parce que vu que les hommes politiques ils commencent à prendre notre place, bientôt il y en aura plus. Hein, parce qu'Olivier Véran, il nous a bien remplacés pendant toute la crise. Là, c'est Gabriel Attal qui nous remplace. On va tous être au chômage, je crois. Bah vous avez commencé il y a quand même 20 ans. Ouais. Pourquoi vous êtes lancé dans l'humour? Ouais, parce que en fait, on se dit qu'on a des capacités. Quand on parle, on sait que bon, on arrive à faire rire les gens. Donc après, on se motive, on se dit bon, faut tester sur scène. Et puis après, petit à petit, on se crée un spectacle, quoi. Mais c'est quoi? C'est des influences que vous aviez petit? Il y a des humoristes que vous affectionnez tout particulièrement, qui vous ont donné le goût de... Voilà, non, mais comme tout le monde, on a tous des influences. Moi, c'était quand j'étais petit, je me rappelle, il y avait Collarocho avec Laurent Magdan. Il faisait lin, pour ceux qui se rappellent. Je l'ai croisé, Laurent Magdan, c'est pour ça. Si tu nous regardes, Laurent Magdan, bon, pas salut. Ah, on expliquera pas pourquoi. Et non, en fait, parce que je l'ai croisé une fois dans un café et j'étais content. Pour moi, c'était Zidane que je croisais et c'était il y a 15 ans, quoi. Et en fait, le gars, il a bu sa bière, il s'est barré. Il m'a pas calculé. Donc, non, mais sinon, bon, on a des influences. Moi, ouais, il y avait Roland Magdan, malgré tout, même s'il s'est fait prendre par copie comique par la suite, il a volé plein de blagues, le salaud. Il y avait, bon, les inconnus, forcément, Coluche, Didier Benhureau, moi, j'aimais bien aussi les films avec Pierre Richard, Louis de Funès. Enfin, j'ai grandi avec ça. Donc, les grands classiques. Ouais, l'humour burlesque. Enfin, voilà. J'étais beaucoup dans ça. Et c'est quoi l'histoire derrière votre pseudo, Dr Al-Ouest? Bah, c'est une question d'organisation. À l'Ouest, ça veut dire qu'on n'est pas tout à fait en phase avec soi-même. Heureusement, je suis arrivé 10 minutes en retard. Je suis arrivé. Mais parce que j'habite à 10 minutes. Vous êtes honnête, on n'était pas obligé de le dire. Voilà, hein. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si j'habitais à 1 heure, je serais arrivé 1 heure en retard. Très bien. C'est ça qu'il faut savoir. C'est le message à passer pour les prochains. Pour les prochains. Donc, ouais, non, c'est une question de... Ouais, je suis pas très, très organisé, en fait. Depuis toujours. D'accord. Mais je pense que c'est dans cette désorganisation que j'arrive à m'organiser, justement. Donc, ce pseudo, il vous colle vraiment à la peau. Ah, parce que c'est comme un pote à moi qui tient un magasin, en fait, dedans, quand on cherche un truc, c'est tout mélangé. On ne trouve pas, on peut pas trouver sans lui demander. Mais lui, par contre, dans cette désorganisation, il s'y retrouve. Il y a des gens, c'est comme ça, donc ils ont besoin de... Et pourtant, vos spectacles ont l'air très bien orchestrés quand même. Ah, l'humour, c'est différent. L'humour, il n'y a pas de secret, en fait. Quand on fait des sketchs, faut être... ceux qui improvisent, même si c'est la mode en ce moment, mais après, bon, c'est un genre. Mais moi, je suis pas très fan de l'humour Club Med qui consiste à interpeller les gens, demandant, tu t'appelles comment, tu fais quoi dans la vie, t'habites où. On peut le faire un peu, mais bon, il y en a, ils construisent tout un spectacle sur ça. Moi, je suis plus pour un propos. Vous parlez du stand-up, là?
Pas forcément le stand-up. Il y a des stand-up très construits, en fait. Il y a des stand-up qui sont très travaillés. Non, je parle de ceux qui arrivent avec vraiment un propos. Ils arrivent, ils vont défendre des idées. Après, ça plaît pas. Mais en fait, il y a quelque chose. Par contre, des fois, il y en a, ils arrivent les mains dans les poches, en fait. Et parce que pour eux, faire rigoler, c'est juste parler aux gens, raconter en leur posant des questions. Comme Jacques Martin à l'époque. Jacques Martin, l'école des fans. Tu t'appelles comment? Tu fais quoi dans la vie? T'es venu avec qui? Et ton papa, il est où? Tu vois, ce genre de questions. Puis les gens, ils rigolent. Sur 5 minutes, ça peut être drôle, mais après, sur 1 heure, je sais pas, en fait. C'est grâce à vous si nous continuons notre combat. Seuls vos dons et vos abonnements depuis cette rentrée sont notre unique soutien. Alors merci à tous et merci de votre fidélité. Est-ce que dès que vous avez commencé à vous mettre sur les planches, à débuter dans cet humour, est-ce que pour vous c'était une manière de dénoncer des choses ou bien ça a progressé, vous avez fait un cheminement? Non, il n'y a pas de... En fait, moi, je suis pas arrivé en me disant, je vais critiquer, je vais être dans... Ça vient tout seul, naturellement. Il n'y a pas de... Bon, au départ, je disais, mes influences, c'est d'abord les films que je regardais quand j'étais petit de Louis de Funès ou Pierre Richard. Donc, c'est du gag, en fait. D'abord, le but du gag, c'est d'être drôle, en fait. Donc, moi, sur scène, au départ, je faisais ça. Et puis après, on se dit, bon, quand on fait rire, on arrive aussi des fois à faire réfléchir. Ou en tout cas, on arrive à montrer des incohérences dans un système. Donc, après, petit à petit, ouais, je me suis rendu compte que j'arrivais en tout cas, à faire passer des choses. Ou à montrer, justement, des situations comme ce qu'on a vécu là, qui avait aucun sens, la folie du Covid, là. Mais en fait, non, j'ai pas cherché à... On va pas vers ça, je pense. Est-ce qu'on peut tout dire? Est-ce que vous pensez qu'on peut tout dire en humour? C'est comme il disait des proches, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Par exemple, il y a des blagues, elles vont faire rire certains et pas d'autres. Récemment, il y a Guillaume Meurice qui a fait une blague qui a pas fait rire, tout le monde lui est tombé dessus. En fait, les gens qui lui sont tombés dessus, c'est ceux qui pensaient que c'était pas drôle. Mais sinon, la blague en elle-même, je la rappelle. Il a dit, c'était avant Halloween, donc il a dit, comme c'était bientôt Halloween, qu'on pouvait s'offrir un costume de Netanyahou, vous savez, le nazi sans prépuce. Voilà ce qu'il a dit, en fait. Bon, c'est une petite blague, drôle, pas drôle, ça reste un... Bon, il y a des gens, ça leur a pas plu, donc ils lui sont tombés dessus, ils ont fait en sorte qu'il puisse pas jouer ses spectacles, qu'il puisse... De là, exagérer tout ça, je trouve que ça a pas vraiment de sens, quoi. Et pourtant, l'humour aussi est victime de censure. Ouais, non mais en fait, quand on n'est pas d'accord avec un style d'humour, on regarde pas, c'est tout. Moi, je suis pas fan de certains humoristes, même s'ils sont pas franchement dans la provocation, ou ils sont même pas dans la dénonciation, en fait. Bon, il y en a d'autres, par exemple, je trouve que c'est de la merde, comme Sophia Aram, on peut le dire. Depuis le départ, c'est de la merde ce qu'elle fait. Ici, vous pouvez tout dire. Voilà. Donc, et puis il y en a d'autres, voilà, c'est pas parce que par exemple Guillaume Meurice, je suis pas forcément fan que je vais dire qu'il a pas le droit de faire des sketchs ou j'aurais pu dire Guillaume Meurice comme j'aurais pu dire tous ceux qui sont à France Inter en fait. De toute façon, tous ceux qui sont à France Inter, bon, c'est de la merde cette radio, donc faut pas avoir de froc pour aller là-bas quand même. Et non, après voilà, c'est comme la musique, c'est comme tout, chacun est libre de regarder ce qu'il veut quoi. C'est pas moi qui vais interdire en tout cas. est-ce que vous êtes attaché à cette liberté, justement? Cette liberté de dire? Ouais, pour moi, on peut se permettre, même si on trouve que c'est pas drôle. Après, il y a une manière d'amener les choses. Parce qu'une blague, en fait, ça se travaille. On peut choquer des gens parfois. C'est comme moi, des fois, quand je parle dans le spectacle de l'Ukraine, vite fait, s'il y a des gens, ils ont été formatés par BFM, ce qu'ils vont entendre, ils vont dire, ah non, ils vont dire, c'est pas drôle. En fait, ça dépend la distance qu'on met avec un propos, quoi. Ça dépend. Est-ce que vous pensez justement que vos propos dérangent et que ça vous a porté quelque part préjudice dans votre carrière? Préjudice, en fait non, mais moi, c'est-à-dire, je suis particulier, c'est qu'il y a des endroits où j'irai jamais. Donc pour ma carrière, j'ai pas trop cherché non plus à
à m'aider personnellement, quoi. Bah, on a compris France Inter déjà. Ouais, bah France Inter, en fait, que ça soit Ruquier, bon, j'ai toujours trouvé que c'était de la merde ce qu'il faisait. Ardisson, toujours trouvé que c'était de la merde aussi ce qu'il faisait, parce que je trouvais qu'il faisait de la fausse provocation. Il tendait des pièges à des gens, des invités, et puis il était là pour faire l'audimat, quoi. C'est un peu comme Hanouna. Donc, d'ailleurs, Hanouna non plus, j'irai jamais, parce que je trouve que lui aussi, c'est de la merde. Hein. Non, après voilà, c'est sûr quand on veut faire des sketchs, quand on veut faire connaître un spectacle, si on se grille de ces gens, ça aide pas beaucoup pour la carrière. Hein. Donc vous, ça vous dérange pas d'être en marge de fait, ce show business, on va dire un peu. Non, mais après ça dépend des ambitions de chacun. Moi, quand j'étais jeune, on va dire en parallèle, ça fait 20 ans peut-être que je fais des sketchs. Quand on commence, ouais, on se rêve dans une grande salle. Mais pour pouvoir jouer dans une grande salle, il faut passer à l'époque, c'était Drucker, quoi. Maintenant, c'est qui? Je pense sur TF1. C'est peut-être Arthur. D'ailleurs, Arthur, lui aussi, c'est de la merde. J'irai pas chez Arthur non plus. J'espère que là, on n'est pas en train de leur faire de la promotion, hein. J'espère, hein. À force de tout ça. Si jamais il y a des problèmes après à la suite de cette interview, il faut les envoyer à moi. Voilà, je leur expliquerai pourquoi je pense s'ils veulent un développement. Non, parce qu'Arthur, c'est le patron d'Endemol. En tout cas, c'était le patron de la boîte de prod qui a produit tout ce qui est télé-réalité, tout ce qui est débilité, en fait. Rien que pour ça, déjà, j'irai pas chez lui. Et pour d'autres raisons aussi. Mais voilà, bon, entre autres, quoi. Alors, l'année dernière, Momochi était venue vous voir. Ouais. Momochi que l'on salue. Et elle avait réalisé une interview avec vous. Et vous lui aviez confié qu'il y avait certains directeurs de théâtre qui voulaient pas vous louer de salle parce que tout simplement vous teniez des propos complotistes. Oui. Alors, c'est des petits directeurs de théâtre, hein, c'est des petits théâtres. Hein. Ouais, mais après, en fait, ça m'est arrivé plusieurs fois, oui, que par rapport au contenu déjà de la chaîne YouTube, les gens disent non, ils disent ça rentre pas dans le cadre de notre programmation. J'ai déjà eu aussi un gars sur Paris qui est un peu connu, qui s'appelle Dan Bolander. Si tu regardes Dan Bolander, excusez-moi, c'est un réflexe. Et en fait, non, lui, il tient un théâtre, ça s'appelle, je dirais pas le nom pour pas lui faire de la pub. Mais une fois, il est venu voir mon spectacle parce que je jouais dans une petite salle et puis c'était pour passer dans sa salle qui était un peu plus grande. Et le gars, donc, il assiste au spectacle. À la fin, donc, le gars que je connais l'appelle pour lui poser la question, est-ce que tu penses qu'on peut le programmer chez toi? Et lui, il répond, ah non! Ah, c'est trop complotiste! Ah non, j'en veux pas chez moi. Bon, voilà. Et puis, c'est certainement ce monsieur était, je suis Charlie, quoi. Liberté d'expression, je suis Charlie. Comme quoi, c'est des bidons, ces gens. Donc, il y a beaucoup de baratin autour de ça, quoi. Est-ce qu'en une année, la situation a évolué, on va dire, comment elle a évolué? Est-ce qu'elle a évolué dans le positif ou au contraire après, non. Est-ce que vous avez plus d'opportunités? Est-ce que, voilà. Je joue. Moi, je joue pas beaucoup, en fait, si on compare aux autres. Moi, je fais des spectacles une fois par semaine et encore. Je suis pas régulier toutes les semaines, quoi. Si on compare à un Naïm ou d'autres gens qui sont produits, en fait, ils vont jouer 3 ou 4 fois par semaine. Ils ont une tournée bookée sur toute l'année, quoi. Ils vont faire dans l'année peut-être 100 dates ou plus. Moi, si je fais 30 dates, c'est bien, quoi. Donc, non, après, si chacun, c'est... Et c'est quoi la différence, justement, entre vous? Vous preniez l'exemple de Naïm, par exemple. C'est quoi la différence entre vous deux? C'est qu'il est produit et que vous, non? Ou c'est... Non, mais il est passé à la télé aussi. C'est-à-dire qu'il a fait l'émission Demande qu'à en rire en 2010-2011. Ça apporte une visibilité, la télé, on va pas dire le contraire non plus. Ça aide beaucoup, ça booste la carrière, ça a boosté même la carrière de plein de gens, comme Jérémy Ferrari. Il a fait aussi On ne demande qu'à en rire. Après, ils ont enchaîné sur d'autres chaînes. Naïm, par exemple, il était à Canal+. Il était à Canal+ pendant je sais plus combien de temps. Ça aide forcément. En fait, quand on est, on va dire qu'on nous met les projecteurs, derrière on va toucher. Par exemple, moi je touche le public de YouTube, mais que les gens qui m'ont découvert sur YouTube ou parce qu'on a fait tourner des vidéos, mais le grand public il me connaît pas. Donc forcément, je vais pas avoir autant d'impact ou
Je vais pas remplir des salles énormes, quoi. C'est ça. Après, je pense que la télé, bon, après, comme je disais, il faut il faut savoir ce qu'on veut défendre aussi. C'est-à-dire, moi, aller faire le clown chez Arthur, je pourrais pas, quoi. Il y a un problème. Ou alors, les gens qui me regardent, ils vont dire, ah, le salaud, il a baissé son froc. Merde, on regardera plus Docteur à l'Ouest. Ah, Quel regard vous portez sur le métier de manière générale? des humoristes. Non, moi, j'ai été honnête, depuis la crise Covid, il y en a plein, ils m'ont déçu, en fait. C'est-à-dire que, il y a des gens qui me faisaient marrer, puis quand j'ai vu qu'ils ont joué avec le pass, j'ai dit, bon, les mecs, ils sont un peu dans la critique, finalement, ils ont fermé leur gueule, quoi. Donc, après, ça les regarde, hein, ils ont voulu accepter, mais non, après, moi, je sais pas. Je pense que ouais, maintenant, on est obligé d'être quelque part un petit peu tous philosophes, non? Hein? Par rapport à ce qui nous attend par la suite, parce qu'on sait pas en fait comment ils vont nous manger après. Ça vous inquiète? Ouais, non, mais c'est sûr que quand moi il y avait le pass sanitaire, je me suis dit c'est bon, c'est fini, je jouerai plus. Là, et le pass il a duré 6 mois, mais moi, comme je jouais pas pendant le pass, je me suis dit bon on va arrêter quoi, on va faire autre chose en fait. J'ai même pensé à arrêter les vidéos Docteur à l'Ouest. Hein. Je me suis dit, bon, finalement... Après, bon, quand ils l'ont levé, je me suis dit, bon, on va essayer de jouer un peu, d'en profiter. D'ailleurs, le jour, ils l'ont levé le 14 mars. J'ai fait un spectacle le 19 mars. Il y avait... c'était même pas dans un théâtre, c'était dans une salle multi-activité, mais une salle un peu... qui reçoit des gens qui ont des trucs à dire, quoi. Et on avait 150 personnes environ. Et il y a un truc qui s'est passé ce soir parce que c'était que des gens qu'on avait et ils avaient refusé eux aussi le pass sanitaire, donc on vivait un peu entre clandestins. Et puis ce soir-là, on sentait il y avait une alchimie, quoi. Tout le monde était content de se retrouver et que voilà. On va dire que bon, il y a des moments, c'est vrai que on a partagé des belles choses, quoi. Ouais, on a vécu une drôle de période. Ouais. À la fois marginalisé, mais à la fois on s'est retrouvé avec des gens avec qui on avait des affinités finalement. Ouais. Oui, non, mais c'est sûr. Il faut voir aussi les bons côtés de cette période. Il faut pas voir que tout l'aspect noir, quoi, sombre. Mais en fait, ouais, moi, je retiendrai ça, quoi. Le jour où il y avait plus de passe et qu'on s'est retrouvé dans cette salle là-bas, les gens, l'ambiance, on sentait que tout le monde était content, quoi. Et d'ailleurs, c'est con, j'ai pas fait une belle captation ce soir-là parce que en fait, il y avait un truc qu'on retrouve pas forcément après, quoi. Je voudrais revenir sur les humoristes français, de manière plus générale sur les artistes français. Est-ce que vous pensez qu'ils ont manqué de courage? Après, en fait, ceux qui sont dans la critique, il y en a, on n'attend pas grand-chose d'eux. Je sais pas si on prend un Franck Dubosc, on attend quoi de lui? Il fait des sketchs. Et après, moi, il y a des sketchs à Franck Dubosc qui me fait rigoler. Hein. Je respecte Franck Dubosc. On a juste vu dire je suis avec les gilets jaunes et puis après cracher sur les gilets jaunes quelques semaines après, quoi. Bon, il y a eu ça, cette période où il était. Tu te dis ah enfin et puis non, finalement. Mais des autres, moi, si j'avais la notoriété, par exemple, d'un Naïm ou d'un Jérémy Ferrari pendant la période, ouais, j'aurais ouvert ma gueule. J'aurais appelé les gens à pas respecter toute cette merde, quoi. Mais bon, moi, j'étais qu'un petit charlot tu vois, qui fait des petits trucs sur YouTube. J'avais aucun impact. Mais c'est vrai que, par exemple, tu prends des gens comme Jérémy Ferrari, rien. Pendant toute la période, il a rien dit. Tu dis pourquoi en fait le mec il avait un spectacle en plus qui s'appelle Anesthésie générale, je crois, où il parle justement du milieu hospitalier. Il pouvait dire quelque chose. Rien. Pourquoi? Certainement qu'il préparait son... Là, il va jouer au l'Accor Arena. Tu vois, l'ancien Bercy, quoi. Il va jouer là-bas, donc il fait 2 dates. Je pense que pour pouvoir avoir réservé cette salle, il fallait s'y prendre au moins 2 ans à l'avance, quoi. Donc le mec, on lui a fait comprendre, voilà, tu réserves ça, ferme-la, sinon il n'y a pas de...
Je pense qu'il y en a plein, c'est comme ça qu'on les tient, quoi. Ils n'ont plus de carrière. Ça va vite, hein, ça s'arrête vite après l'ascension, quoi. Après, ce sont des choix qu'on fait dans la vie. Oui, non, mais après, c'est des choix. Mais c'est par exemple, c'est comme un Pierre-Emmanuel Barré. Moi, il m'a fait rigoler pendant le confinement. Et puis après, écoute, après, il a joué pendant le pass. Bon, il n'a pas trop été critique sur cette période, en fait. Il y a juste la phase confinement qu'on a tous vécu. Mais après, tu dis, ouais, en fait, le mec, finalement, il fait semblant. Il a même validé, j'avais vu un truc tourner quand il est passé à France Inter, il a validé en gros le On passe. non, on va pas éviter la censure, tu vois. Mais voilà. Et le mec, je dis écoute, voilà, le mec finalement, il prend son pognon puis c'est tout, quoi. Il est pas là pour. Pour ça, des fois, peut-être faut pas trop attendre de certaines personnes, quoi. Ah. Surtout les personnes qui sont, on va dire, dans le système. Donc, il faut peut-être se détourner du système pour regarder, par exemple, le média en 4K2, qui est un média libre. Vous regardez les vidéos, venir à vos spectacles, puisque, voilà, vous avez un discours plus libre. Non, mais heureusement qu'il y a des choses qui se sont créées, que ce soit le média en 4K2 ou toutes les chaînes que j'ai vues qui couvrent les manifs, par exemple. Je pense à Réservoir APPS, pour ceux qui connaissent, qui couvre depuis le départ les Gilets jaunes, et il y a plein de gens qui ont créé leurs médias sur YouTube et sur d'autres plateformes et qui font de l'information à leur niveau. Je vais pas appeler ça de la réinformation, c'est juste un autre point de vue, en fait. On a besoin de plusieurs points de vue pour se faire une opinion. Et avant, on n'écoutait que les chaînes de télé, parce que c'était eux seuls qui détenaient la vérité, comme Julien Pain, c'est le seul à savoir ce qu'on doit penser, en fait. Et au final, on se rend compte que ces gens, c'est des charlots, ils connaissent rien de rien. Et ils sont pas contents qu'en face, il y a plein d'autres gens qui leur montrent qu'ils ne connaissent rien. Donc, il faut continuer, les amis, il faut continuer à se battre. Et oui, finalement, vous êtes une alternative aussi à l'humour, l'humour de masse. On dit les médias de masse, on va dire l'humour de masse. Finalement, vous aussi, vous êtes une alternative avec un discours. Non, mais après, je pense que l'humour, comme je disais, il y a plusieurs formes d'humour. Donc, on peut aimer autant. Moi, j'ai rien contre les autres. Hein, ceux qui aiment Ferrari, qui aiment Pierre-Emmanuel Barré, ou dans un autre style Kev Adams. Ah, vous l'aimez bien, lui. Ouais, non, mais je rigole quand je prends l'exemple de Kev Adams parce que tout le monde a la référence. Et le gars, voilà, il va pas être trop dans la subversion, quoi. Il fait des trucs. Il faut qu'il passe à la télé, il faut qu'il puisse aller chez Léa Salamé en face de BHL pour continuer à faire ses blagues de merde sans dire une phrase qui choque sur BHL, quoi. Alors que moi, je pourrais pas, en fait. Déjà, enfin, être à côté que ce soit Léa Salamé ou l'autre, sans leur dire qu'ils aillent se faire foutre. Ce serait compliqué quand même. Alors, on va revenir à votre chaîne YouTube qui existe depuis 10 ans, un peu plus de 10 ans maintenant. Et quand on regarde vos sketchs, on comprend qu'ils sont toujours d'actualité. Alors, j'en ai pris une au hasard qu'on diffusera certainement. Elle s'intitule « La guerre de Gaza expliquée à un extraterrestre ». Avec en guest star Jacques Villeray dans la soupe aux choux. C'est vieux, ça, 2014. C'est vieux, hein. C'est vieux, mais pourtant, elle est encore d'actualité. Et on va la diffuser pendant cette interview. Et elle est, elle n'a pas pris une ride finalement. Ouais, salut. Tu veux quoi? C'est pour envahir le monde? Vas-y, entre. Non, reste debout, je t'ai pas dit de t'asseoir. Cet été, c'était la guerre à Gaza. Dans la bande de Gaza, il y a plus d'1,7 million Palestiniens qui vivent dans 360 km². Ça veut dire que chaque fois qu'Israël bombarde, c'est le strike. T'as une question? C'est quoi le problème là-bas? Au début, dans la région, il y avait beaucoup des Arabes et un petit peu des Juifs. Ensuite, les Juifs, ils sont venus, et là, ils ont tout racheté. Du coup, les Arabes, ils étaient pas contents. On va enlever ça, hein? Ouais. Alors, ils ont essayé de nettoyer un petit peu. Pendant ce temps, l'Amérique et l'Europe, ils buvaient du café. Ensuite, les Arabes, ils en ont mis partout.
Ouais, je te le fais pas dire, c'est un gros bordel. Bah, parce que 2014, c'était les événements place Maïdan en Ukraine. Donc, il y avait BHL qui s'était rendu là-bas pour faire son cinéma, pour rappeler en fait à dégager Poutine. En fait, après 8 ans après, donc en 2022, finalement, ça recommence. Enfin, c'est pas que ça recommence, c'est que là, ça s'intensifie. Cette fois-ci, les Russes, ils entrent carrément dans le conflit. Donc, on a encore des BHL qui reviennent faire le tour des plateaux pour expliquer qu'il faut casser la gueule à Poutine. Et puis l'histoire de Gaza, c'était la période où, pareil, il y avait des bombardements sur la bande de Gaza. Et puis là, ça recommence en 2023, quoi. Donc, c'est vrai que c'est l'histoire qui se répète. Et pourquoi à l'époque alors? Parce que vous faites souvent ça. J'enchaînerai avec la dernière vidéo. Mais pourquoi à l'époque avoir pris un extrait, pourquoi s'adresser à un extraterrestre et avoir pris Jacques Villeray dans la soupe aux choux? Ouais, mais parce que c'était l'humour de la chaîne, en fait. C'est-à-dire, comment expliquer par l'absurde une situation qui de base n'a aucun sens? Pour moi, toutes les guerres, en fait, si on regarde bien, les gens, ils vont faire quoi? Ils vont s'entretuer. Après, ça va s'arrêter. Ils vont compter leurs morts. Ils vont se dire, puis au final, on a gagné quoi dans l'histoire? Rien. Ils auront juste, ils se seront flingués entre eux, quoi. C'est un peu comme ça que fonctionnent toutes les guerres. Et pour expliquer ça, pour ça, j'ai dit tiens, ce serait marrant que j'en parle à un extraterrestre, quoi. Mais j'ai refait la même histoire avec l'Ukraine quand je l'ai expliqué à un extraterrestre aussi, dans le film Paul. Parce que pour moi, parler à un extraterrestre, c'est juste les gens qui ont, qui prennent la chose vraiment trop au premier degré. On se dit bon, si tu vois que là, tu leur expliques à travers un extraterrestre, ils vont comprendre que ouais, la situation, elle a pas de sens, quoi. Et mais il y en a, par contre, non, ils prennent vraiment ça au premier degré. Ils veulent pas rigoler par rapport à ça. Alors, c'est vraiment votre marque de fabrique, c'est vous prenez des extraits, enfin, des images tirées de films connus, Ouais. pour en faire un sketch que vous adaptez, enfin, vous mettez en scène finalement dans ce film. Pour quelle raison? Non, après, en fait, non, mais de toute façon, les gens qui suivent ma chaîne, ils ont dû voir l'évolution avec les trucages. Au départ, j'avais pas de matos, j'avais rien du tout, j'avais même pas ce que vous avez là, hein. J'avais une petite caméra, en fait, c'était une Panasonic, quoi, mais j'avais pas de fond vert. Donc, une fois, j'étais allé dans un marché, j'ai acheté un drap vert, de base, hein. Moi, je connaissais pas le chroma keying, j'ai acheté le premier truc vert que j'ai trouvé, ça faisait des incrustes pourris. C'est après que j'ai compris qu'il y avait un vrai vert pour les incrustes vidéo. Donc j'ai acheté petit à petit mon vrai fond vert. L'éclairage, là, on a de l'éclairage. Moi, j'en avais pas. Je prenais des éclairages de chantier au départ. Et donc c'est pour ça que dans ma chaîne, il y a une évolution de. Ce qui est normal aussi. Voilà. Au départ, il n'y a pas grand-chose, et après, on va dire, on s'améliore, quoi. Et puis, raconter à des extraterrestres, mais même pas que à des extraterrestres, c'est toujours, en fait, transformer les choses pour les rendre les plus simples et compréhensibles, je pense. Là, la dernière vidéo que vous avez sortie et qu'on a relayée justement dans le média en 442, c'est Fureur. Et là, Ouais. vous mettez en scène Macron. Alors, je pense que c'est Macron dans la peau de Jim Carrey, non? C'est le film Voilà. Menteur, non? C'est ça? Menteur, en fait. D'accord. Parce que maintenant, avec le... on fait quoi? On vient On vous attend chercher, un peu? c'est ça, Ouais, non? peut-être, je sais pas, c'est pour moi. On a dit des trucs pourtant, j'ai pas parlé d'Atali. Ah, oui. Non, qu'est-ce que je disais? Non, le deepfake, je l'ai pas utilisé. Là, pour cette vidéo, c'est la première fois que je l'utilise. Parce qu'avant, je faisais toujours des incrustes image par image. J'avais fait une vidéo avec Marlène Schiappa dans le film, j'avais pris la scène dans Y a-t-il un pilote dans l'avion? Où c'est une personne qui délire, et puis elle s'énerve toute seule. Donc il y a plein de gens qui se lèvent pour lui mettre des claques. Et ça devient drôle parce qu'il y a une succession de gens qui viennent c'est au cas où il y a des féministes ça m'est déjà arrivé, des commentaires de féministes qui disaient il fait la promotion de la violence aux femmes. Non, c'est du cartoonesque, ce que j'appelle, c'est-à-dire que là on comprend que c'est de l'absurde. Bon, et moi j'avais pris cette séquence et j'avais dit il faut que je mette Marlène Schiappa. Et un jour, j'ai trouvé Marlène Schiappa dans un interview. Elle était dans le même profil que
que dans la scène du film. Et là, j'ai pris sa tête, je l'ai collée sur l'actrice, et j'avais fait ça image par image, et ça fonctionnait. Et Donc, là, c'est ce que vous avez refait avec... non, ben non, parce Non que là, j'ai utilisé le deepfake. Décroche, c'est Ibra qui t'appelle. Oui, allô, monsieur Ibra. Attendez, non mais il n'est pas question que je fasse de combat avec vous. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et pas question que t'envoies Gabriel Attal à ta place. C'est toi qui dois y aller. Ah, non. C'est une autre manière de... Après, je teste que ça, mais je suis pas très fan, en fait. J'aime bien quand ça reste quand même plus artisanal. C'est-à-dire que là, bon, des fois, on se rapproche trop de la perfection, et moi, il faut vraiment qu'on sente qu'on est dans un univers parallèle. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit comme un dessin animé, ce qu'on regarde. C'est-à-dire, si c'est trop réaliste, bon, pour moi, c'est moins drôle. Donc, mais bon, peut-être je referai des trucs avec des deepfakes, quoi. Mais là, il fallait que je le teste parce que je vois qu'il y a plein de gens qui l'utilisent. Et là, c'était quoi le message alors? Avec Macron, avec Emmanuel Macron? Le message dans la vidéo, j'ai dit je vais faire une petite vidéo légère, mais en fait, en gros, ce que je dis dedans, c'est que tous les pays ils se préparent à la guerre contre les Russes, que Macron, en gros, on a donné là 50 milliards d'euros, en tout cas, on va donner 50 milliards à l'Ukraine, et que Macron, de toute façon, il a dit quoi? Que l'arme nucléaire en Suède, là, il n'y a pas longtemps, il a dit que l'arme nucléaire française, donc, c'était une arme européenne, quoi, qu'il fallait faire profiter les autres, quoi. Donc, on sait pas vers où il nous emmène, celui-là, mais à un moment, va falloir lui dire, hein, va falloir dire qu'est-ce que tu fais là-haut? C'est pas toi qui décide. Je sais pas, faut poser la question, est-ce qu'ils sont prêts à faire la guerre pour Macron? Pas sûr que les gens, ils acceptent. Aux Français, ouais. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que les gens qui ont voté Macron, si on leur avait posé la question avant, est-ce qu'en votant Macron, vous validez le fait d'être prêt à partir faire la guerre pour lui? Parce que ça se trouve, c'est ce vers quoi il nous emmène. Alors, partir faire la guerre, et puis il y a une autre information, peut-être une rumeur, on ne sait pas encore, hein, mais qui dit que on pourrait se voir épargner pour l'Ukraine. Voilà. Être contraint d'épargner, donc notre épargne irait pour l'Ukraine. Ouais, je croyais épargner nos vies. Non, épargner dans le sens économiquement. De toute façon, ça a déjà commencé. L'électricité, on a quoi? 56 réacteurs nucléaires. Bon, il y en a combien qui marchent? La moitié, peut-être. On paye l'électricité plus cher que des pays voisins qui n'ont même pas de réacteurs. En fait, c'est l'Europe. On va dire, ah, c'est génial l'Europe. Bah ouais, on voit, c'est génial l'Europe. Et la facture, là, il l'a annoncé, le maire, 8,6 à 9,8%. Là, on comprend à partir de février en augmentation, entre le loyer qui augmente. Moi, j'ai pris 40 € d'un coup, là, d'augmentation de loyer. Donc, l'électricité, apparemment, les carburants, on paye plus cher que les pays voisins aussi. De 9 centimes, je crois, en moyenne. Hein. On paye les carburants plus cher, inflation sur tout ce qui est alimentation, ouais. Donc, finalement, ça devient de plus en plus dur de s'en sortir, quoi. Et c'est qui est responsable? Apparemment, l'autre, il a dit, on devait mettre à genoux l'économie russe. Le maire, c'est ce qu'il avait dit. C'est nous qui va mettre à genoux, ouais. Là, ils sont tarés, ces gens. Mais c'est pour ça que moi, sur scène, et même dans les vidéos, j'hésite pas à me moquer d'eux, parce que il faut les ridiculiser. Il faut que tout le monde leur fasse comprendre que si on leur dit pas, de toute façon, ils continuent. Là, ils s'augmentent, les députés, donc 300 € de frais de mandat en augmentation, les sénateurs 700 €, et puis en plus, ils nous engueulent quand on leur fait la réflexion. Ouais, parce que si on leur dit pas, nous on pensait qu'avec les agriculteurs c'était bon, ça allait tu vois, ils allaient redescendre un peu sur terre, non, parce que ça a été arrêté vite fait ce truc. Je pensais que ça allait être une convergence des luttes, tout le monde, les routiers, les personnels soignants, les enseignants, tout le monde dans la rue, quoi. Finalement. Et vous comprenez justement cette passivité de la majorité des Français? Ben non, justement, moi je comprends pas. Il faut qu'ils aillent jusqu'où pour que dans la connerie, quoi. Je sais pas, déjà on l'a vu avec le pass, enfin toutes les histoires de quand ils ont dit voilà, on va faire
ils étaient tous, il y avait Macron, puis tous les ministres autour de la table. Il dit, bon, on a un plan pour lutter contre le Covid. Donc, dans le train, si les gens, ils sont debout, ils peuvent attraper le Covid. Donc, il faudra qu'ils soient assis. Et par contre, sur les plages, s'ils sont debout et qu'ils marchent, ça va, ils attrapent pas le Covid. Mais s'ils s'assoient, ben, contrairement dans les trains, là, ils peuvent attraper le Covid. On comprenait rien. Et Marlène Schiappa, elle a dit, non, on peut pas faire passer ça. Et Macron, elle a dit, oui, on va faire passer ça. Elle a dit, bah écoute, si ça passe, si les gens ils disent rien, je pose dans Playboy. Et voilà, c'est comme ça qu'elle a posé dans Playboy. Ouais. C'était bienvenu en absurdie, en tout cas. C'est vrai qu'on a passé une période vraiment absurde. Bah oui. Complètement burlesque. Et pourtant, bah, vous l'avez dit juste avant, jusqu'où ils iront pour que ça déclenche un tant soit peu une réaction de la part de la population, finalement. Est-ce que la population, elle est complètement anesthésiée? Bah ouais, on dirait. Hein. Franchement, moi, quand on faisait les manifs contre le pass en août, juillet, août 2021, je pensais qu'à partir de septembre, ça se réveillerait, que les gens, finalement, il n'y a rien eu. Après, on s'est dit peut-être à la fin de l'année, en décembre. Finalement, il n'y a rien eu. Pour l'élection de Macron, nous, on pensait qu'il repasserait pas, que c'était pas possible. Et finalement, il est repassé. Puis là, on s'est dit, bon, bah, c'est plié, je crois. Il y a plus... C'est-à-dire qu'il y a une partie de la population, bon, ils acceptent tout. Il y a une partie qui a rejeté un peu. Je pense qu'à la fin, on va rester entre ceux qui ont compris que c'était plié, quoi. Je sais pas. Et qu'est-ce qui va advenir alors de nous? Je sais pas. Je pense que là, en ce moment, ils travaillent pour nous faire taire, pour nous censurer. D'ailleurs, les fact-checkers, on est obligé de parler d'eux. Les fact-checkers, ils ont menti pendant toute la crise, justement, Covid, mais pas que. Ils mentent surtout, sur tous les conflits, ils mentent. Et ces gens-là, ils ont été reçus il y a pas longtemps, donc ils ont été auditionnés au Sénat. Donc c'était Rudi Reichstadt, Julien Pain et Tristan Mendes France. Oui. Nos trois amis. Les trois menteurs. Ça veut dire que ces gens-là, en plus, il y en a quand même un et demi, on va dire, qui a détourné l'argent du fonds Marianne. Donc le fonds Marianne, pour ceux qui se rappellent pas, c'était de l'argent public qui a été qui était destiné, en fait, à lutter contre la radicalisation suite à l'assassinat du professeur Samuel Paty. Et le mec, il a produit quoi pour lutter contre la radicalisation, Rudi Reichstadt? Rien. Donc il a pris 60 000 balles. Son copain Thomas Huchon, 70 000 balles. Et les mecs, ils ont rien fait sur ça. Et ils continuent à prendre de l'argent public pour faire leur production vidéo. Il y a un problème. Hein. Je sais pas si les gens ils vont se réveiller un jour, mais il y a un problème. Et là, ils sont partis défendre. Donc ils sont partis au Sénat pour lutter contre les dérives sectaires. Alors que ces gens, c'est des sectes à eux tout seuls, quoi. Julien Pain, il a menti sur combien de trucs? Il a menti sur plein de sujets, lui. Pourtant, il est toujours là. Si, franchement, Julien Pain, si tu regardes la vidéo, si t'étais à BFM ou CNews, à la limite, je m'en foutrais, moi. Mais le fait que tu sois, Julien Pain, sur le service public, c'est dérangeant. Ça veut dire que c'est nous qui payons pour que ce gars, il mente. Bien sûr, bien sûr. Ce qui est encore plus dangereux, c'est qu'ils ont un public derrière qui les suit et que les discours sont très dangereux parce que, par exemple, on va parler de la vaccination. On a le droit d'en parler de la vaccination. Ouais. Et il y a des effets secondaires aujourd'hui. C'est prouvé qu'il y a eu des effets secondaires. Pour eux, ça n'existe pas. Voilà, c'est ça. Pour eux, ça n'existe pas. Pour eux, aujourd'hui, ce qu'on craint tous, c'est que dès qu'on va être contre quelque chose, dès qu'on va émettre un avis qui est contre la doxa, en fait, on va risquer de grosses amendes ou voire même une peine de prison. Et c'est là où c'est problématique parce qu'en fait, je pense qu'avec Thierry Breton, il travaille pour la censure sur les plateformes, donc que ce soit YouTube, X, enfin Twitter. Et ils vont faire en sorte qu'il y ait plus de paroles à l'encontre de la doxa, quoi. C'est-à-dire, on doit manger ce qu'on nous dit. On la ferme. Macron, il a raison. Tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Et on se soumet à sa parole. C'est n'importe quoi, ce truc.
D'ailleurs, on l'a vu pendant la manif des retraites, enfin pendant la réforme des retraites. C'est Macron qui a convoqué la presse pour leur dire ce qu'ils devaient écrire dans leurs journaux et ce qu'ils devaient dire à la télé, avec les éléments de langage. À un moment, il faut dire, oh, c'est normal que on ait le droit quand même sur les réseaux sociaux d'être contre et d'apporter un autre discours. Ben eux, non, ils veulent pas de ça. Ils veulent qu'on mange la parole de Macron. Pour ça, il faut se mobiliser, il faut pas lâcher, quoi. Moi, je pense que sinon, ça va être de plus en plus compliqué. Hein. Alors, est-ce que vous avez une solution? Comment se mobiliser? Comment lutter contre ça? Bah, comment lutter déjà avec le média en 442, hein? Non, il faut regarder le contenu des chaînes alternatives. Il faut se mobiliser aussi dans des actions concrètes. Quand il y a des rassemblements, il y a des rassemblements. Je le dis toujours, des fois devant les médias pour dire qu'ils arrêtent de mentir. Et chaque fois qu'on dit aller devant les médias, les gens veulent pas y aller. Alors, faut pas s'étonner qu'ils continuent. Le jour où on sera, je sais pas, 10 000 devant France Télévisions, peut-être 100 000 un jour, qui sait. Bon, là, ils vont se dire, oula, faut qu'on arrête quand même de mettre Julien Pain à l'antenne, hein. Et pas que Julien Pain. Oui, il est pas seul, effectivement. Non, ils sont beaucoup. Mais bon, à un moment, il faudra peut-être commencer à écouter plus le peuple, quoi. Là, c'est pas ce qu'on a, là. Non, on est encore loin. Oui, non, mais c'est pour ça, il y a des problèmes. Il y a plein de problèmes, quoi. Je pense que ça commence par la soumission. En fait, on l'a vu donc pendant les heures les plus sombres de notre histoire récente. Ah, voilà comment petit à petit on essayait de faire en sorte que les gens ils acceptent. Par dépit, ils renoncent à tout. Oh, ça sert à rien, qu'est-ce que tu veux faire? Ben non, on peut pas aller contre le gouvernement. Et puis après tout passe. Alors que si on continue à s'organiser pour dire faut nous écouter maintenant, faut arrêter de. Peut-être que là ils vont dire oula. Si on veut pas qu'un jour il y ait une vraie révolution, faut écouter les gens. Non. C'est la voix en tout cas, le média en 442, en tout cas, c'est la voix du peuple. C'est ce qu'il veut être. Donc, effectivement. Un mot, docteur Alouest, sur ce qui s'est passé cette semaine et l'hommage qui a été rendu aux victimes de l'attaque du 7 octobre à l'Élysée. C'était quel jour Ah bah oui, C'était dans la semaine dernière, avant qu'on enregistre. On a vu Meyer Habib sermonner l'autre là de la France insoumise, Bompard là, et puis faire la bise à Jordan Bardella. Bah, qu'est-ce que j'en pense Moi, j'en pense pas grand-chose. On dirait que tout a commencé que le 7 octobre. Cette histoire, ça n'a pas commencé que le 7 octobre, ça a commencé bien avant. Après, c'est-à-dire quand on a des gens qui constamment passent dans les médias pour nous dire 7 octobre, 7 octobre, 7 octobre, bah, ça rentre dans la tête petit à petit du grand public, quoi. Et alors que si on regarde les chiffres qu'on nous a donnés au départ, c'est 1400 victimes. Après, ils sont revenus à la baisse, 1200. Ensuite, il y a le journal Haaretz, journal israélien, qui a dit donc que sur ces 1200 victimes, il y avait une partie qui a quand même été faite par justement Tzal, parce qu'ils ont tiré dans le tas en fait. Ils ont tiré sur les chez les festivaliers, ceux qui ils ont pas fait de distinction entre membres du Hamas et puis Tzal. Enfin, qu'est-ce que j'ai Israélien quoi. Donc en fait, c'est comme dans tout événement, il faut une enquête. Il faut attendre les conclusions de l'enquête, et là, on les a pas eues. Puisque dès le départ, on a dit c'est tous des terroristes, faut bombarder Gaza. Faut détruire la bande de Gaza. C'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Hein. Surtout que le plan, on le connaît depuis longtemps. Avant, quand on parlait du Grand Israël, on disait c'est complotiste. Ils appellent ça Eretz Israël. Et non, maintenant ils en parlent ouvertement, les gens. C'est pas un complot, quoi. Dans le projet, en fait, faut les virer. D'ailleurs, je crois que ça va changer depuis que Pierre-Yves Rogeron, il a dit que maintenant les Gazaouis, il faut qu'ils partent. Il a dit tous les Palestiniens, faut qu'ils partent. Parce que lui, il a la solution, Pierre-Yves Rogeron.
Alors Tu- lui, tu- Idriss Aberkane aussi, alors. Ah, Ils non, ont le mais- même discours. Mais ils racontent des conneries, ces gens. Je sais pas comment ils font. Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut qu'ils partent. D'où ils partent? Qu'est-ce que tu connais, toi, l'histoire de... Oh, c'est des gens, ils sont là depuis euh, des milliers d'années, en fait. Tu sais même pas. D'ailleurs, il y a un auteur israélien, essayiste, Shlomo Sand. Il a écrit un livre dans son livre. Donc, son livre, il s'appelle Comment le peuple juif fut inventé. Donc, il a fait un travail d'anthropologie. Dedans, il explique que les Palestiniens d'aujourd'hui, c'est les descendants des Juifs de l'époque. Et par contre, ceux qui prétendent être donc d'origine, en tout cas sémite, en fait, c'est des Khazars qui ont été convertis au judaïsme. Alors après, qu'est-ce que tu veux comprendre là-dedans? Moi, j'en sais rien, j'ai pas la science infuse, mais dans cette histoire, parfois les gens qui prétendent avoir une, comment on appelle ça, une légitimité à aller dans un endroit, ils ont pas forcément raison. Se méfier, quoi. Ah. En tout cas, c'est aussi rappeler aux personnes de bien s'informer. Ah bah oui, non mais c'est sûr, faut toujours bien s'informer parce que en fait, la propagande de guerre qu'on a eue le 7 octobre, après il y a eu ce qu'on a appelé les 40 bébés décapités, parce qu'il y a eu plein de choses qui sont sorties, on allait de plus, il y avait une escalade dans l'horreur. Le grand public, quand il voit ça, qu'est-ce qu'il se dit? Bah ouais, faut intervenir tout de suite, faut se venger, quoi. Bah c'est comme pour la guerre en Irak en 1990, l'histoire des couveuses. C'était une invention, donc c'est parce qu'on a fait passer dans les médias partout, sur toute la planète, on a dit qu'il y avait les soldats de Saddam Hussein qui avaient jeté des bébés, ils les avaient sortis des couveuses, ils les avaient jetés au sol. Donc c'est ce qui a justifié l'intervention en 1991 de toute une coalition contre l'Irak, quoi. Et par la suite, ça a entraîné des milliers de morts, quoi. Il y a eu un embargo qui a fait plus de 500 000 morts. Il y en a eu beaucoup plus après. Mais il y avait Madeleine Albright, je crois que c'est en 1995, ou qui se réjouissait. Enfin, c'est pas qu'elle se réjouissait quand on lui a posé la question est-ce que ça valait la peine de. Elle avait dit oui, ça valait la peine. Et ensuite, à la suite de ça, remensonge sur l'Irak avec les fioles, là, Colin Powell, 2003. Et les gens ne retiennent rien de tout ça. Nous, on a eu l'intervention en Libye basée sur un mensonge aussi avec l'aviation de Kadhafi qui, soi-disant, tirait sur son peuple. C'était faux. Et puis, écoute, à la suite de ça, malgré tout, guerre, les gens ils retiennent pas et ça continue. Et le pire dans tout ça, c'est que les Russes qui sont intervenus en Ukraine, on leur dit bon, vous plus de JO. Terminé. Vous allez plus faire les JO, les athlètes qui ont rien à voir, en fait. On leur dit, voilà, vous aurez pas le droit, ou alors ils vont devoir participer, mais de manière neutre, en fait. Et par contre, Israël, ça va. Eux, ils peuvent, y a pas de problème. La question, elle s'est même pas posée, en fait. Je crois qu'à 100 000 morts, ils ont peut-être un blâme. C'est pas, hein, tu vois. C'est compliqué, cette histoire. Moi, je pense que tous les pays qui ont envahi d'autres pays, ils doivent pas faire les JO. Donc, ça veut dire que les États-Unis, ils doivent pas y aller, la France, elle ne doit pas y aller. Il y en a plein qui doivent pas y aller, en fait. L'Angleterre, comme ça, au moins. Il y aura plus de pays, alors. Ben non, mais il y aura peut-être que la Suisse, j'en sais rien. Mais comme ça, au moins, on aura. C'est plus simple, tu vois. Où on fait la même règle pour tout le monde, où c'est pas la peine de la faire, quoi. C'est comme Carrefour qui a interdit des produits russes. Ils ont retiré des rayons. Alors pourquoi on fait pas la même chose pour Israël? C'est ça, on comprend pas, tu vois. C'est où le traitement, c'est le même pour tout le monde ou pas? C'est dangereux, quoi. C'est compliqué, cette histoire. Ouais, on sait pas comment ça va finir. Docteur Al-Ouest, vous êtes aussi un artiste, un humoriste au grand cœur, puisque l'année dernière, vous aviez reversé la totalité des recettes provenant de vos spectacles à l'association Porteurs d'Espérance, qui venait en aide aux professionnels suspendus. Ça, c'était pour la première date, le 19, celle que j'ai parlé, le 19 mars. Après, j'ai reversé pour d'autres assos. La première assos, c'était Porteur d'Espérance. Ouais, c'était le 19 mars 2022. Après, il y en a eu d'autres par la suite, d'autres assos, ouais. C'était Pourquoi en fait. Ce geste? Non, mais parce que moi, je faisais les manifs et je côtoyais des suspendus. Donc, le fait de les voir sans un rond, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux?
c'est parti de là, en fait. Je me suis dit, ouais, on peut peut-être essayer de faire des spectacles et puis de leur donner... Après, comme ils étaient nombreux aussi, donc c'est pas avec Merced qu'ils allaient aller loin. Hein. Ça aidait un peu des assos pour qu'ils s'achètent de quoi bouffer, quoi. Mais c'est pas... Mais c'est tout de même, c'est peut-être rien, mais c'est tout de même un geste fort. Oui, mais bon, si j'étais Jérémy Ferrari, par exemple, et que j'avais rempli l'accord Hotel Arena, bon, on est sûr que là, il y aurait eu beaucoup pour les suspendus. Mais moi, j'ai fait des petites salles. En tout cas, si j'avais eu l'occasion de faire des grandes salles, j'aurais fait pareil, quoi. Peut-être qu'un jour, on verra, hein, c'est jamais. Bah, on n'espère pas revivre la même période. Ah non, non, mais justement, il va falloir se battre contre ça. Hein. Bah, après, c'est aux gens aussi de se bouger. Si les gens ne sont pas d'accord avec tout ce qui arrive, il faut un moment, il faut se rebeller, quoi, parce que sinon, tout va passer. Hein. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir, docteur Al-Ouest? Bah écoute, peut-être d'essayer d'être un peu plus à l'heure. Non, je sais pas, ça va 10 minutes. Non, mais ouais, bah écoute, de continuer à faire ce que je fais et puis voilà quoi. Et puis de continuer à rencontrer des gens sympas. Ça, j'ai l'impression que c'est le plus important pour vous, les rencontres. Ouais, bah écoute, on rencontre plein de gens. Non, moi je suis content franchement. Et des fois, que ce soit avec le spectacle ou même pas forcément avec le spectacle, hein, des fois quand je me balade, je croise des gens qui ont rigolé à certains trucs, des vidéos, et puis qui me disent, et puis on boit un coup et on rigole et voilà, c'est plein de trucs comme ça quoi. Un mot sur votre actualité. Vous êtes actuellement en tournée. Bah là, je fais donc... alors, je sais pas quand elle va sortir la vidéo. Bah, on peut donner déjà les dates du mois d'avril, celle du mois de mai. Le 27 avril, je serai à Nîmes. D'accord. Et j'attends une date parce que la semaine prochaine, je suis à Lille, mais bon. Et j'attends une dernière parisienne quand, je sais pas. On verra. D'accord, vous aviez annoncé le 3 mai, mais c'est pas... Ouais, mais j'attends confirmation parce que le problème, c'est que la salle, on n'aura peut-être pas assez de temps. Et comme je voulais faire un beau spectacle de fin, donc je veux plus de temps, quoi. Donc c'est pour ça que j'attends confirmation du lieu, quoi. Mais en tout cas, la dernière de cette tournée sera à Paris. Voilà, la dernière, ce sera à Paris, ouais. D'accord. Un prochain spectacle et en après, préparation? bah ouais, je travaillerai sur un prochain, mais peut-être que je ferai d'autres, parce qu'il y a aussi d'autres petites choses que j'ai envie de faire. Et bon, j'essaierai de les faire à se motiver, quoi. Mais oui, je ferai C'est quoi? Ce sont de nouvelles collaborations, des collaborations? Non, mais il y avait une petite série humoristique que je voulais faire et je me dis, bon, si je le fais pas maintenant, peut-être que je laisserai ça trop traîner, puis après, je le ferai peut-être même pas. Donc, ouais, je ferai peut-être ça, je vais travailler sur ça. Et puis, j'avais une idée de long métrage, mais sans moyens, donc je sais pas. Je me dis, est-ce que je me motive à vraiment le faire ou voilà quoi. Alors, on avait reçu en studio, j'ai reçu en studio Cédric Zaroupian, Ouais. qui est un réalisateur indépendant qui a réalisé des courts-métrages avec ses propres moyens. Donc, voilà, peut-être on peut vous mettre en contact, hein, je sais pas. Hein. Oui, non mais ça peut être sympa, ouais. Non mais voilà, c'est-à-dire qu'il faut se motiver pour faire les choses en fait. C'est comme tout quoi. C'est comme quand on fait du sport, quand on fait une activité. Si on est motivé pour faire la chose, bah la motivation appelle la motivation quoi. Et puis si on se donne pas les moyens, en tout cas, on va pas le faire, on va laisser de côté, c'est pas bon. Donc voilà. Ben, merci à vous en tout cas. Hein. Bah, merci à vous d'être venu surtout. Ça a été un vrai plaisir de vous recevoir. Et puis je vais vous inviter, si vous êtes d'accord, à signer notre livre d'or. Ouais. En attendant, je voudrais rappeler que le média en 442 est un média créé par le peuple et pour le peuple. C'est un média entièrement libre et indépendant. Nous ne bénéficions d'aucun financement extérieur, d'aucune subvention. Seuls vos dons et vos abonnements sont notre unique soutien. C'est grâce à vous si nous poursuivons notre combat. Alors pour que perdure l'aventure, soutenez-nous et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci à tous et merci de votre fidélité. Merci à vous.